À la une de l'actualité ce soir, le marché à bétail de Fadangourma fermé à la suite d'un mouvement d'humeur des éleveurs dans l'est du Burkina. Ces derniers ne sont pas contents de l'occupation illégale par les agriculteurs des zones de pâture et des pistes rurales. À quelques jours de la Tabaski, l'inquiétude grandit dans cette partie du pays. Et pour éviter l'affrontement entre éleveurs qui s'estiment lésés et agriculteurs, les éleveurs en appellent à l'intervention de l'administration publique, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, les jobs de vacances pour les élèves, on les retrouve dans les garages comme apprentis ou dans les lieux publics comme vendeurs ambulants. Outre l'apprentissage d'un métier, ces jobs leur permettent aussi de se faire un peu d'argent, mais attention au risque de déscolarisation que ces petits métiers peuvent entraîner. Conseil à suivre dans cette édition. Et dans cette édition au Mali, après le second tour de la présidentielle hier dimanche, l'opposition accuse le pouvoir de fraude. Son chef de file, Soumaïla Cissé, affirme que les bulletins prévotés ont été saisis à Gao et à Bamako, mais le pouvoir assure qu'il n'en est rien. Les résultats sont attendus d'ici à vendredi prochain. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, direction Kosiam, où le président du Faso reçoit le gouverneur de la BCAO. Tiemoko Malivé Koné était porteur d'un message au président Roch-Marc Christian Kaboré, comme vous le voyez sur ces images, et rien à filtrer de cette audience. Ce dimanche 12 août était jour de marché à Fadangourma, mais le marché est resté fermé pour faire mouvement d'humeur des éleveurs. Les éleveurs de la région de l'Est ont décidé de bouder le marché à bétail de Fada. Ils entendent ainsi protester contre l'occupation illégale par les agriculteurs des zones de pâture, mais aussi des pistes rurales. Toute chose qui les empêche ainsi d'accéder au marché. Pour éviter les affrontements entre agriculteurs et éleveurs, les éleveurs en appellent à l'intervention du gouvernement burkinabé. Explication, Ibrahim Sanou. À quelques jours de la fête de Tabaski, c'est dimanche jour de marché, point d'animaux au marché à bétail de Fadangourma. La raison est toute simple. Les zones de partir, ils sont cultivées. Donc, on a vu que les animaux, ils n'ont pas son part au Burkina. Parce que si c'est ça, les éleveurs ont décidé, si c'est comme ça, il ne faut pas que les animaux rentrent au marché. Les murs là, c'est pour le gouvernement. Mais les animaux là, c'est pour nous. Un problème qui perdure depuis quelques années, malgré la délimitation des zones de pâture et des pistes pour bétail. Des autorités administratives, judiciaires, à tous les niveaux, nous avons entrepris des démarches. Et toutes ces pistes aujourd'hui, si vous voulez faire le constat, qui sont bornées, ça veut dire qu'il y a des documents officiels qui concernent ces pistes, sont occupés anarchiquement par les cultivateurs. Les bergers ont dit aujourd'hui, on ne peut pas amener les animaux parce qu'il n'y a même pas la route là où ils vont suivre pour amener les animaux. Tous les propriétaires des champs sont arrêtés avec leurs coupe, leurs bâtons, pour leurs fusils les attendre. Et pour éviter un affrontement qui est imminent entre éleveurs et agriculteurs, ces acteurs de l'élevage interpellent l'administration dans son ensemble. Si le gouvernement laissait entre nous, éleveurs et agriculteurs, de résoudre ce problème-là, ça serait la bagarre. C'est le gouvernement qui doit avoir la mainmise pour départager les chiffres. C'est parce que l'administration ne joue pas son rôle. Sinon, vous avez été témoin. Il y a même des papiers pour ça. Mais pourquoi? Si quelqu'un va construire dans un 6 mètres de sa maison, on va casser la maison là. C'est la même chose. Des pistes de solutions existent selon les réseaux de communication sur le pastoralisme à l'Est, RICOPA. Des concertations permanentes. À chaque fois qu'il y a une infrastructure pastorale qui est aménagée, il y a un comité de gestion qui est mis en place. Donc ce comité de gestion, c'est pour assurer, la surveillance de l'infrastructure, pour attirer, donc alerter à qui de droit quand il y a une intention d'occupation de la piste à bétail. Donc il doit y avoir, à mon avis, des cadres de concertation au niveau local entre agriculteurs et éleveurs. En attendant que ces problèmes trouvent une solution, c'est le moteur économique du secteur de l'élevage qui prend un coup dans cette partie du Burkina. Le NDI forme les femmes des partis politiques et de la société civile sur la loi quota genre, une disposition légale dont le but est de promouvoir le leadership des femmes et accroître leur participation à la vie nationale.
La rencontre de Ouagadougou devrait faire le point de l'application de la loi depuis 2009. Quels sont les projets enregistrés dans le pays avec la mise en vigueur de cette loi? Les détails avec Nathalie Sawadou. Contribue très peu à la vie politique de la nation, selon l'Association des femmes juristes du Burkina. Malgré l'adoption de la loi portant le quota genre à 30% en 2009, celle-ci peine à être effective. En 2012, l'on dénombrait à l'Assemblée nationale 24 femmes sur les 127 députés. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 13 à l'hémicycle. Une situation qui interpelle les acteurs de la mise en œuvre de cette loi à se concerter avec les représentantes des partis politiques et de la société civile pour échanger sur la problématique. Il s'agira de voir avec les femmes qui sont déjà engagées en politique pour voir quelles sont les difficultés qui font que les femmes ne peuvent pas participer effectivement. Quelles sont les difficultés qui font que malgré la loi sur le quota genre qui exige qu'il y ait 30% au moins de l'un ou l'autre sexe, les femmes on n'est pas arrivé à avoir ce résultat de 30% à l'Assemblée nationale afin de trouver des solutions qui vont nous permettre de sensibiliser. Le NDI ne ménagera aucun effort pour accompagner cette question de loi quota genre qui est une préoccupation majeure et qui fait que une grande frange de la population est en marge du processus de prise de décision. À savoir, dans les sphères de décision, on a un nombre de femmes qui ne peut pas influencer les décisions. Or, c'est une question de développement, avant même d'être une question politique. Voilà, il faut que tout le monde participe aux questions de développement. Au sortir de cet atelier, des approches devraient être définies et des actions mieux déterminées pour une meilleure application de la loi sur le quota genre. Et contre les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, le CIFDA, le Centre d'information et de formation en matière de droits humains et en Afrique et ses partenaires misent sur les jeunes. À l'occasion de sa 8e université d'été, le CIFDA souhaite inciter les jeunes à l'engagement dans la lutte contre ces pratiques comme les mutilations génitales féminines ou excisions, les mariages précoces ou d'enfants ou l'exclusion sociale des femmes accusées de sorcellerie. Zalissa Sanfo. La 8e session des universités d'été d'Afrique sur les droits humains s'ouvre ce matin à Ouagadougou. Et ces jeunes de l'Afrique font entendre leur voix pour dire stop aux pratiques traditionnelles néfastes et préjudiciables aux femmes en Afrique. Et ces pratiques traditionnelles néfastes ont des noms bien connus. Lorsque vous prenez les pratiques traditionnelles néfastes, ça concerne aussi le mariage d'enfants ou mariage précoce. Ça concerne aussi toutes les pratiques discriminatoires, les violences basées sur le genre, toutes les pratiques discriminatoires à l'égard des femmes, comme par exemple l'inaccessibilité des femmes à la terre. Et ça concerne aussi toutes les formes de contraintes qui trouvent leur justification en réalité dans la culture et dans les traditions, mais qui sont en réalité préjudiciables à la femme. Ces universités d'été sont l'initiative du Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique. Et la ministre en charge de ces questions apprécie le coup d'accélérateur que ces jeunes veulent porter à la lutte contre ces pratiques traditionnelles néfastes qui ont la peau dure et qui ne permettent pas l'émancipation de la femme. La lutte pour l'abandon des pratiques traditionnelles néfastes suppose que tous les acteurs et les communautés la prise de mesures fortes et pertinentes. En ce sens, tout comme les organisateurs de des 8e universités d'été, nous fondons beaucoup l'espoir sur la jeunesse agissante. 18 jeunes défenseurs des droits humains en Afrique ont été sélectionnés pour participer à ces universités d'été. Pendant une semaine, des cours et des accompagnements leur seront donnés afin qu'ils puissent formaliser des projets et contribuer ainsi à l'élimination de toutes les pratiques néfastes qui nuisent au plein épanouissement de la femme africaine. Un autre phénomène dont les femmes et les filles ainsi que les enfants en paient le lourd tribut, c'est bien le manque d'hygiène et d'assainissement, surtout dans un contexte de défécation à l'air libre
largement pratiquée dans les zones rurales du fait de l'absence des latrines familiales. Il y a 2 ans, l'ONG APS, Association pour la paix et la solidarité, avait lancé dans le centre-ouest une campagne sur l'initiative de mise en œuvre de l'assainissement total porté par les communautés pour encourager les populations, surtout rurales, à s'investir dans la réalisation d'ouvrages pour l'assainissement et l'hygiène. L'heure est au bilan. Après 2 ans de mise en œuvre, les résultats sont appréciables de l'avis des porteurs de projets. Mouni Soubega. De 11,86% en 2015, le taux d'assainissement est passé à 14% en 2017 dans la région du centre-ouest. Des résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du projet ATPC, assainissement total piloté par des communautés initiées par l'ONG APS en partenariat avec l'UNICEF. Et aujourd'hui, ce sont les premiers responsables de la région qui s'en félicitent. Elle nous a amené à avoir nos premiers villages certifiés EFTAL, c'est-à-dire des villages qui ont mis fin à la défécation à l'air libre. Et ce déclenchement institutionnel-là, ça rentre vraiment dans la dynamique infligée par le programme national d'assainissement des eaux usées et excréta. APS, depuis son intervention, contribue à améliorer non seulement les conditions, le cadre de vie, les conditions d'hygiène des populations, mais à améliorer les indicateurs en matière de santé. La présente rencontre qui regroupe des autorités locales, des acteurs locaux et des partenaires de la Sicile entend amorcer une nouvelle étape de l'exécution de ce projet pour un accès universel à l'assainissement à travers l'approche ATPC. L'activité va durer 2 ans. Le travail que nous faisons, c'est pour que ces communautés prennent en main donc ici leur destin. Et il leur a manqué beaucoup d'informations et avec les informations données depuis des années, les populations commencent à comprendre. La présente rencontre vise également à présenter la situation de l'assainissement dans la province de la Sicile, à faire connaître l'approche ATPC, ses étapes de mise en œuvre et à susciter l'engagement de tous les acteurs. Elle prévoit également une sortie de visite dans les villages déjà certifiés en matière de bonnes pratiques d'assainissement dans la Sicile. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme reçoit à son cabinet l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso. La Chine qui souhaite apporter son soutien au Burkina dans l'organisation des grandes manifestations comme le FESPACO, mais aussi la construction d'infrastructures comme la Cité des artistes à Bobo-Dioulasso. Le point complet de l'audience avec Christine Koulibaly. Le rapprochement et une connaissance mutuelle entre Burkinabés et Chinois, voilà qui guide les pas du chargé d'affaires de la République populaire de Chine chez le ministre burkinabé en charge de la culture. Pour Li Jian, le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays ouvre un large horizon culturel à explorer. D'où l'ambassade de Chine ici a grand devoir de présenter au peuple chinois quel beau votre pays est avec votre site touristique. Et aussi alors, nous devons faire présenter notre très très grand pays, ou bien comme culturel et puis touristique pour le peuple burkinabé. Avec le touriste, avec la culture, je pense que les deux pays peuvent se rapprocher beaucoup mieux à l'avance. Le cinéma, à travers la coproduction de films et la participation à de grands événements culturels de part et d'autre dans les deux pays, sont les pistes de solutions retenues pour un meilleur rapprochement des peuples chinois et burkinabés. Dans l'actualité ce soir, les jobs de vacances pour les élèves, on les retrouve dans les garages comme apprentis ou dans les lieux publics comme vendeurs ambulants. Outre l'apprentissage des métiers, ces jobs leur permettent aussi de se faire un peu d'argent. Mais attention au risque de déscolarisation que peuvent entraîner ces petits métiers. Vincent Tiendrebego a enquêté pour nous, compte rendu. Georges, scie en main, s'applique sur une barre de fer pour fabriquer un cadre de fenêtre. Nous sommes dans un atelier de soudure. Comme lui, ils sont nombreux ces élèves qui mettent à profit leurs vacances pour apprendre un métier. Après à l'école, si ça ne va pas, au moins j'ai connu quelque chose pour pouvoir m'en sortir demain. Le travail, ça me plaît, donc à cause de ça je suis venu pour apprendre. Benjamin est en 2e année de géographie. Son domaine d'intérêt, la tapisserie. Et il compte exceller un jour dans ce domaine. C'est mieux de venir passer son temps ici et apprendre un métier parce qu'on ne sait pas où on va finir.
pas forcément être bureaucrate. On peut aussi exceller ici. Voilà. Donc la réussite peut passer partout, que ce soit au niveau d'un métier ou bien bureaucrate. L'essentiel pour moi, c'est de réussir. Abibou est étudiante en lettres modernes. Entre 2 années universitaires, son passe-temps, c'est la coiffure. Et la coiffure, voilà un métier qui la passionne. C'est depuis l'enfance que cela est né. Bon, je partais dans les salons, je voyais les tantis coiffées. Bon, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça? J'ai essayé, j'ai tenté une fois et puis bon, c'est parti. Je les encourage, ceux qui viennent vraiment vers moi pour me dire vraiment, tanti, c'est les vacances, je veux venir apprendre à coiffer et tout. J'ai dit ok, j'ai dit c'est bien. Donc vraiment, je les prends en tout cas. Pour ces élèves et étudiants, ces activités comportent un double avantage. Apprendre un métier tout en gagnant un peu d'argent. Je peux mettre château, je peux mettre petit chaîne, je peux tirer la chaîne, je peux couper, je peux mettre cylindre et tout. Puis le soir, ils nous donnent quelque chose pour rentrer à la maison. Et je peux payer des cahiers, des bics et tout, pour aider mes parents. Quant aux parents, rien à redire dès lors que les enfants s'occupent utilement en ces temps de vacances. Je lui ai demandé ce qu'il compte faire pendant ses vacances. Et il m'a dit la mécanique. Tout ce qui concourt à augmenter le savoir-faire et le savoir-être des enfants, nous ne pouvons que les accompagner. C'est toujours bien de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Entre la salle de classe et l'atelier, tout participe à la formation pour ces jeunes qui veulent avoir une tête bien pleine et des mains habiles pour faciliter leur prochaine insertion socio-professionnelle. En sport, un week-end d'escrime avec le championnat national de cette discipline. Après 2 jours de compétition, les champions sont connus pour cette discipline peu connue au Burkina Faso. Le résumé de la compétition avec Kini Daba. 52 tireurs, dont 14 dames et 38 hommes, ont pris part à ce championnat saison 2017-2018. Venus pour la plupart de l'intérieur du pays, ils se sont affrontés dans les 6 armes inscrites au programme. Le fleuret, le sabre et l'épée en hommes et en dames. Le fleuret dame est revenu à Leslie Bado de Kaya devant Alimatou Sougué de Koudougou 15-10. Kadidiatou Zungrana de Koudougou remporte l'épée dame face à Sandrine Kando de Kaya 15-8. Le sabre masculin est allé à Stéphane Digimde qui bat Yannick Kinda de Kaya 15-8. Une victoire qui réjouit naturellement l'athlète. Je suis très content d'avoir remporté encore cette finale. Vraiment, c'était très dur. C'était dur. J'ai failli me faire éliminer et à la période des éliminatoires. Vraiment, bon, j'ai beaucoup prié dans mon cœur et puis voilà, j'ai fait ce que bon, j'ai appris de mon maître. Voilà, et puis j'ai gagné. Sandrine Zongo de Kaya s'impose au niveau du sabre féminin 15-6 face à Maïmounata Ouedraogo de Goursi. Victoire très serrée de Faridou Sabadogo de Waïguia 14-13 sur Amidou Yamego de Koudougou après 3 manches à l'épée homme. Ange Bagoro enlève le fleuret homme 15-5 devant Samadou Karougougou de Kaya. Une compétition qui vient couronner une saison bien remplie. Nous avons eu de beaux combats et par rapport au niveau, le niveau était très relevé. Parce que même ceux-là qui sont à leur première participation ont prouvé qu'ils ont appris quelque chose. Il y a beaucoup de nouveaux qui ont eu des médailles et même classés premiers. En plus des médailles, les 3 premiers ont reçu des prix en espèces allant de 25 000 à 50 000 francs CFA. Keïta Suntere Adama Jacob Ier, dit le ministre de l'Ambiance et du Plaisir, ce grand animateur de Radio Bobo qui aura révolutionné la radio au Burkina à travers son émission interactive Barodeni, repose désormais au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. Selon ses dernières volontés, la dépouille de celui que la ville de Bobo-Dioulasso pleure aujourd'hui a été exposée dans les locaux de Radio Bobo avant d'être conduite à sa dernière demeure cet après-midi en présence d'une foule immense d'auditeurs, mais aussi d'autorités de la ville, du ministère de la Communication et de la RTB.
Rachid Sawadgo. La dépouille de Sountere Adama Keïta dans les locaux de la RTB2 Bobo Dioulasso. C'est l'un de ses vœux qui est exaucé. La RTB2 Bobo Dioulasso est un lieu très symbolique pour le défunt, car c'est là que celui que l'on surnommait ministre de l'Ambiance et du Plaisir a communié pendant des années avec collègues et auditeurs de Radio Bobo à travers ses nombreuses émissions, dont la plus célèbre, Barodeni, le petit débat en langue dioula. Lui-même, il a souhaité qu'avant d'aller l'enterrer, on vienne avec lui une dernière fois à la radio. Et nous avons fait sa volonté. Quand tu écoutes l'émission de Sountere, il n'y a rien de tel, tu tires tellement d'enseignements et c'est ce qui fait aujourd'hui vraiment nous pleurons sa disparition, mais aussi nous sommes fiers parce qu'il a apporté beaucoup pour le développement non seulement de la radio, de la RTB et aussi de la communauté de la ville de Bobo. Moi-même en tant que responsable de collectivité, bon, on a passé par lui pour sensibiliser pas mal de personnes pour le développement même de notre localité. De la morgue à sa dernière demeure, c'est une foule immense composée d'autorités, de parents, de collègues, amis et connaissances et surtout des auditeurs fidèles qui se dressent pour dire au revoir à ce baobab du micro. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous a enseigné des vertus, la solidarité, le partage, c'est ce que je retiens de l'homme. Et pour dire que c'est une grande perte pour la presse burkinabé, mais la nouvelle génération doit relever les défis pour que l'œuvre entamée par Sountere et Adama soit perpétuée. C'est la volonté de Dieu. Que la terre lui soit légère. Sountere a beaucoup travaillé, personne ne peut dire le contraire, homme comme femme. Si les jours arrivent, il n'y a pas de médicament contre ça. Là où il se trouve, qu'il veille sur ses enfants. Adama Keïta dit Sountere s'en va, laissant derrière lui 3 veuves, 13 enfants et un public inconsolable. Et puis au Mali, après le second tour de la présidentielle hier dimanche, l'opposition accuse le pouvoir de fraude. Son chef de file, Soumaïla Cissé, affirme que les bulletins prévotés ont été saisis à Gao et à Bamako, mais le pouvoir assure qu'il n'en est rien. Les résultats sont attendus d'ici à vendredi prochain. Au Mali, l'opposition accuse le pouvoir de fraude alors que le verdict des urnes se fait encore attendre. C'est dans le village de Niafouké, à Tombouctou, il a voté dimanche que Soumaïla Cissé a ouvertement dénoncé un manque de fair-play de la part du camp adverse. Selon lui, le parti d'Ibrahim Boubacar Keïta a usé de plusieurs stratagèmes comme la corruption des électeurs, le bourrage d'urnes pour faciliter la réélection du président sortant. Et partout, nous avons vu un désir extrêmement fort de changement. Les Maliens ont envie de changer, les Maliens ont envie d'un autre avenir, d'un autre espoir. C'est pour ça que je suis très heureux d'être là. Et je suis très heureux parce que je suis confiant en le vote qui est en train de se faire aujourd'hui. Je voudrais dire aussi que malheureusement, hier soir tout près, nous avons découvert des éléments de fraude à Bamako. Nous avons trouvé des gens qui avaient déjà les carnets des bulletins de vote avec eux. Nous avons fait une conférence de presse et de montrer à l'ensemble du monde entier que l'autre camp ne joue pas le jeu, que l'autre camp est malheureusement dans la fraude. Les bulletins sont prévotés. À Gao, on a des exemples. À Bamako, les gens ont déjà les bulletins. À ces accusations, le camp d'Ibrahim Boubacar Keïta a répliqué, affirmant qu'il n'essayerait pas de frauder avec l'assurance de l'estime de son peuple. C'est dans ce contexte assez particulier que de milliers de Maliens attendent toujours la proclamation des résultats officiels. Le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un devraient se rencontrer à nouveau en septembre prochain pour un sommet. Selon l'agence de presse, le président sud-coréen Moon Jong-un fera le voyage jusqu'en Corée du Nord.
La préparation du sommet aura lieu dans la zone démilitarisée de la frontière de Panmunjom. Ce pourrait être une nouvelle étape dans le rapprochement des deux Corées. Un sommet entre les deux pays aura lieu en septembre. Cette fois à Pyongyang, la date précise n'a pas encore été communiquée. Une visite dans la capitale nord-coréenne de Moon Jae-in serait la première d'un chef d'État du Sud en plus d'une décennie. Il devrait notamment y être question des sanctions à l'encontre de la Corée du Nord, peu de progrès ayant été faits notamment sur la question cruciale de la dénucléarisation du pays. Les échanges entre le Nord et le Sud se sont intensifiés et depuis le début de l'année, le calme règne dans la péninsule après plusieurs mois de fortes tensions. Autre signe de cet apaisement récent, les deux camps prévoient la semaine prochaine et pour la première fois en 3 ans, une réunion des familles séparées depuis la guerre de Corée. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Evelyne Dabiré. C'était le 11 août que l'équipe de la gendarmerie nationale de Bungu dans l'est du Burkina a été victime d'une attaque terroriste, rapporte le pays. Bilan de cette attaque, 5 gendarmes et 1 civil tués, précise Sidoya, qui explique que l'insécurité est récurrente dans l'est du pays depuis février dernier, où les forces de l'ordre ont maille à partir avec les terroristes. Aujourd'hui, Ofaso rapporte le constat des observateurs qui est que les terroristes semblent avoir jeté leur dévolu sur la région de l'Est après celle du Nord. Les terroristes ont tout simplement déménagé à l'Est, écrit l'Express du Faso, car traqués de toutes parts dans le Nord, ils ont trouvé une zone plus propice dans l'Est. Il faut alors tirer les conséquences du Sahel pour une riposte ferme à l'Est, estime le quotidien. Mais le quotidien relève la principale difficulté dans cette lutte qui est que l'Est est une zone boisée, une zone de grande forêt où les bandits ou autres terroristes adeptes du mal y trouvent facilement refuge, poursuit l'Express du Faso. Mais en dépit de la différence du théâtre des opérations, on doit pouvoir tirer les leçons du Sahel par une riposte ferme, estime le quotidien qui conclut. Il ne faut pas attendre de voir la région plonger dans le chaos avant de mobiliser les grands moyens. C'est maintenant ou jamais qu'il faut le faire. Actualité hors du Burkina, le quotidien analyse le second tour de la présidentielle au Mali qui a eu lieu hier dimanche. Un face-à-face entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé qui a enregistré beaucoup d'abstention, rapporte l'observateur Palga. Les raisons de cette démobilisation, selon aujourd'hui au Faso, sont la forte pluie qui s'est abattue sur le Mali et les déceptions de la population par la classe politique. Et plus que les intempéries, reprend l'observateur Palga, c'est le manque d'enjeu de ce second tour de la présidentielle qui en est la cause. Finalement, ce qui ressemble à un match-retour entre les adversaires de 2013 est plié d'avance, l'affaire étant dans le sac pour Ibeka et Soumaïla Cissé se débattant pour une impossible revanche, conclut l'observateur Palga. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.